Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Croque les mots, où je parle principalement de livres ainsi que de mes découvertes geeks et culturelles. Pour cette vidéo, j'aimerais faire un petit point lecture sur les livres que j'ai lus et découverts au mois de janvier et ce début de mois de février. J'ai fait de très belles lectures. Généralement, le mois de janvier est le mois où je fais mes plus belles lectures et où je trouve mes plus beaux coups de cœur. Et honnêtement, ça se vérifie chaque année. Cette année encore, j'ai eu de très belles lectures au mois de janvier, donc j'avais envie de vous en parler. On va commencer avec une lecture un peu moins coup de cœur que les autres, que j'ai moins aimé. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes et un peu moins la suite. Je crois que je vous en ai parlé dans mon précédent point lecture. Il s'agit de la saga de BD Les 5 Terres, que j'ai beaucoup aimé, en tout cas pour les 2 premiers tomes. Et ensuite, j'ai moins accroché à partir du 3e et je suis pas très sûre de lire la suite pour l'instant. Déjà parce qu'il faut que je les réserve à la bibliothèque, voilà, je les ai pas sous la main. Et ensuite parce que je trouve que le rythme va trop vite. On m'avait conseillé cette série, notamment parce qu'elle ressemble fort à Game of Thrones, et c'est vrai sur plusieurs points, sur les intrigues politiques, sur le côté fantasy, l'environnement de la série me fait penser en tout cas à Game of Thrones. En attendant, je trouve que les événements vont très vite dans la bande dessinée. J'aurais bien aimé que ça prenne un peu plus son temps. J'aime généralement bien quand les histoires prennent le temps qu'il faut pour se mettre en place, et là ça va à mon goût trop vite. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup chagriné. Au-delà de ça, si le rythme ne vous gêne pas, je pense que vous pourriez bien aimer cette saga si vous aimez tout ce qui est complots familiaux, que vous aimez tout ce qui est quête de pouvoir et fantasy un petit peu de ce genre-là. Pour ma part, voilà, je ne suis pas très sûre de continuer pour l'instant. Si vous avez lu la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me donnera peut-être envie de continuer. Ensuite, j'ai lu bien entendu le gros coup de cœur de ce début d'année, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, ici aux éditions Pocket. Je vous en ai fait une vidéo dédiée qui était la vidéo juste avant celle-ci. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur La mer sans étoiles, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous donne beaucoup d'informations. Je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo, alors voilà, n'hésitez pas. La mer sans étoiles, c'est l'histoire de Zachary Ezra Rollins, un étudiant en master de jeux vidéo et des médias, qui fait sa thèse, qui prépare une thèse en tout cas sur le jeu vidéo. Il est passionné par les histoires, par l'architecture des histoires, par la manière dont on raconte des histoires. Zachary Ezra Rollins va trouver un livre à la bibliothèque. Ce livre contient un souvenir de son enfance avec beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances. Voilà, c'est vraiment un de ses souvenirs d'enfance et ça va le perturber profondément. Il va partir à la recherche de qui est l'auteur de ce livre, d'où vient ce livre, pourquoi ce livre existe, et ça va nous emmener dans un vertigineux voyage labyrinthique de contes, d'histoires entremêlées comme ça, qui se confondent et on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui fait partie de l'histoire, qu'est-ce qui s'en éloigne, qu'est-ce qui s'en rapproche. Est-ce que les petits contes qui sont disséminés tout à travers de ce livre sont des contes complètement séparés ou font-ils partie intégrante de l'histoire? Quelle est la place du lecteur ou de la lectrice dans ce livre? Voilà, c'est vraiment un livre génial. Je ne vais pas en parler énormément ici puisque j'en ai déjà fait toute une vidéo complète pour déclamer mon coup de cœur. Si jamais vous avez envie de lire ce livre, je vous conseille vraiment sa lecture. C'est vraiment une de mes plus belles lectures cette année. J'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass aux éditions, je pense que c'est Albin Michel, je ne voudrais pas dire de bêtises, je corrigerai au montage si besoin. Le bal des folles, c'est un livre qui est sorti en 2019, qui raconte l'histoire des femmes internées souvent contre leur gré par leur père, par leur mari, par leur frère, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris dans les années 1880. Il me semble que là c'est 1885. Ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne YouTube de Marion Blush. Il était disponible à ma bibliothèque, donc je suis allée l'emprunter. Il me faisait beaucoup penser à la bande dessinée Nelly Bly chez Glénat, que j'avais beaucoup aimé. Et ce sont des problématiques que j'aime énormément étudier. Si vous avez des livres dans ce genre-là, je prends les recommandations avec grand plaisir. Dans Le bal des folles, on va suivre plusieurs femmes. Une femme qui va se faire interner, une femme qui travaille en tant qu'infirmière, en tout cas qui s'occupe, on va dire, des infirmières, qui chapeautent un peu tout depuis des années et des années, et on va suivre une jeune fille qui a été agressée sexuellement par son oncle et qui est enfermée depuis quelques années. On va suivre voilà, plusieurs portraits de femmes, comment elles évoluent dans cet hôpital où le médecin Charcot fait des expériences terribles sur elles, sous hypnose, sous violence, vraiment,
pour leur faire déclencher des crises d'hystérie devant un public. Vraiment, je trouvais que ce livre était très intéressant, notamment pour la partie historique. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'hôpital de la Salpêtrière, ni l'existence qu'ont vécu ces femmes. Ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Le livre a une très grande portée féministe. J'en ai été étonnée, notamment parce que j'avais l'impression que c'est un discours féministe très très contemporain, qui se déclinait dans une version de 1885, ce qui m'a brouillée quelquefois, car je ne savais pas vraiment si c'était déjà, et j'imagine que oui, mais il y avait quand même un décalage comme ça que j'ai ressenti, si c'était déjà le cas à l'époque. Mais c'était tout à fait intéressant, on sent que l'autrice était très engagée dans ce discours-là, ça ne m'a aucunement gênée, ça m'a plutôt surprise, agréablement surprise. Il y a un petit côté qui est quand même à la limite du... ça dépend en fait des croyances de chacun. Certains pourraient le considérer comme un petit peu fantastique, d'autres comme tout à fait réaliste. Ça m'a surprise, je ne m'attendais pas à trouver ça non plus dans ce livre, ça ne m'a pas gênée, encore une fois, simplement surprise. J'ai beaucoup aimé cette lecture et voilà, j'étais très intéressée de découvrir ce texte. J'ai également lu une série de bandes dessinées en 2 volumes de Manu Larsonnet. Il s'agit du Rapport de Brodeck, qui est adapté du roman du même nom de Philippe Claudel. Manu Larsonnet, c'est très particulier parce que je l'ai découvert au lycée. C'était une de mes premières découvertes de bande dessinée alors que je ne connaissais absolument rien de la bande dessinée. Je l'avais découvert avec Blast et avec Le Combat Ordinaire, 2 séries de BD que j'avais beaucoup aimées, bien que Blast soit quand même assez sombre et violent. Et disons que dans le Rapport de Brodeck, ça ne change pas trop de registre. On est sur quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement sombre. Il suffit de voir les dessins en fait pour se rendre compte de l'âpreté du monde dans lequel l'histoire se passe, monde qui est le nôtre, puisque l'histoire se déroule, je crois, en Allemagne d'après-guerre, qui vient d'être libérée en quelque sorte. On va suivre un personnage qui se rend dans une auberge pour emprunter du beurre. Il arrive et un crime a été commis. Un étranger venu d'ailleurs, qui était là depuis quelque temps en ville, vient d'être assassiné par les habitants du village et les villageois vont demander à Brodeck d'écrire un rapport fidèle pour expliquer pourquoi ils ont fait ça. J'ai trouvé le livre très intéressant. Le premier tome est vraiment introductif, le deuxième tome a plus de clés. J'ai bien aimé les deux, j'ai trouvé que c'était dur à lire, le tome 2, je ne m'attendais pas à cette fin. J'ai trouvé ça assez dramatique. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus sombre, mais en fait non. Et c'est là que c'en est dramatique, je trouve. Ça partage pas mal d'émotions, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je trouve que Manu Larsonnet, il écrit très bien. Il fait passer beaucoup de choses à travers ses dessins, et je trouve que ses livres se lisent tout seuls. Voilà, si vous avez envie de découvrir en BD, c'est vraiment intéressant. À ne pas lire quand on ne va pas bien, parce que voilà, il y a de quoi quand même bien déprimer, vu la noirceur des personnages et de ces êtres humains complètement humains en fait, et de manière assez terrible. J'ai également lu Défaire le discours sexiste dans les médias de Rose Lamy, qui tient le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, ici aux éditions Point. Et ça a été vraiment une très très chouette lecture. C'est un essai de... je pourrais dire ça? C'est un manuel qui déconstruit le discours dans les médias sous forme d'argumentaire. Rose Lamy va reprendre tous les arguments repris dans les médias pour discréditer les agressions sexuelles, les violences envers les femmes. Des arguments que l'on pourrait entendre à nouveau dans des repas de famille, dans des échanges avec des personnes peut-être moins sensibles à la cause féministe, et va nous donner les clés pour y répondre, pour déconstruire des préjugés, des idées reçues. Alors attention, c'est une lecture ô combien nécessaire, mais tout autant déprimante, vraiment navrante, terrible à lire. Franchement, il y a plein de fois où j'avais besoin de partager ce que je lisais, parce que ça me mettait vraiment en colère, ou complètement hors de moi par rapport à ce que je lisais. C'est vraiment plein d'infos absolument terribles que l'on ne voit pas au quotidien en fait. Une fois que l'on découvre ce titre, c'est difficile de ne plus voir le sexisme émanant des titres de journaux, des contenus des articles de journaux, de discours à la télé ou à la radio. Pour vous donner quelques exemples, le premier chapitre va porter par exemple sur
Alors attendez, que je reprenne. Voilà, être dans le déni, les violences sexuelles et sexistes n'existent pas. Des accusés qui ne correspondent pas au profil, donc par exemple, non, mais cet homme, il était beaucoup trop bien pour pouvoir faire ça. Ou alors, au contraire, non, mais cette femme, en fait, elle n'est pas belle, elle n'aurait jamais été agressée par un homme, et si elle n'est pas belle, bah, elle a de la chance qu'un homme ait osé la toucher. Des accusatrices qui mentent alors qu'en fait elles n'ont aucun intérêt à faire ça, et que ça correspond à un tout petit pourcentage des accusations qui sont faites. Une déshumanisation des femmes et des victimes. Voilà, les violences sont mises à distance et elles sont romantisées. Des trucs complètement affreux où on pourrait se dire qu'on avance dans ces problématiques et en fait pas du tout, puisqu'il y a plein d'articles qui sont très très récents, avant 2020, entre 2017 et 2020. Ça éclaire également sur des affaires que moi j'ai pu voir petites sous un autre jour aujourd'hui. Je pense notamment à l'affaire DSK. Voilà, c'est vraiment nécessaire. Ce qui m'ennuie beaucoup dans ce genre d'ouvrage, c'est que j'ai souvent l'impression que ce n'est lu que par les concernés ou des gens qui s'intéressent un minimum à la cause, alors qu'en fait, ce serait vraiment chouette si vraiment plus de monde lisait ça. Donc si vous ne vous sentez pas du tout concerné, justement je vous invite à le lire puisque c'est édifiant d'actualité et c'est très très intéressant. Et vraiment, ça donne tout un tas de clés pour répondre quand on vous sort des absurdités, voilà, lors d'échanges avec d'autres personnes. Ensuite, je voulais vous parler des cités obscures. Je vous avais également présenté ce livre dans mon précédent book haul, Les cités obscures de François Schouten et de Benoît Peters. Vraiment, ça c'était très 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 bien. C'est aux éditions Casterman. C'est une intégrale qui regroupe plusieurs œuvres des deux auteurs-illustrateurs. On va être dans un monde très particulier, un monde un peu parallèle au nôtre, un peu, comment dire, un peu à la manière de l'Upside Down, c'est-à-dire un monde vraiment renversé, ou en tout cas qui se veut miroir d'une autre. Bien entendu, vraiment très différent de l'Upside Down, c'est juste pour vous montrer une comparaison de miroir. Et les auteurs ici s'intéressent fortement à l'idée de l'architecture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, ainsi qu'à la manière dont fonctionne une ville dans un univers imaginaire. La première histoire, qui s'appelle Les murailles de Samaris, va vraiment avoir un accent sur l'art nouveau, et c'était extrêmement chouette à voir et à observer, notamment parce que comme je suis à Bruxelles, l'art nouveau est extrêmement présent, et ça fait plaisir de retrouver un petit peu des éléments maintenant que je commence à connaître. J'avais eu la chance de visiter la maison Horta à Bruxelles, qui est un des architectes fondateurs de ce style architectural, et voilà, on en parle d'ailleurs dans Les murailles de Samaris, et en opposition un peu à ce style art nouveau, vient l'art déco, que l'on retrouve énormément dans la fièvre d'Urbicande, qui est un récit que j'ai beaucoup aimé. C'est un récit dans lequel un architecte va recevoir un petit cube avec un petit cube un peu creux, on voit juste ses arêtes, et en fait à chaque instant le cube ne cesse de s'agrandir et prendre toute la place bientôt dans la ville. C'était vraiment très intéressant, typiquement le genre de récit un peu SF fantastique que j'aime beaucoup lire. On va être sur des styles de dessin tout à fait différents, là par exemple en noir et blanc, le récit d'avant va être en couleur. J'ai très hâte de lire les autres textes des auteurs. Les mystères de Paris, ça m'a moins captivée. Et l'archiviste, c'est plutôt un rassemblement des différentes villes qui existent dans ces cités obscures. Voilà, en gros. Mais les deux premiers textes sont les plus intéressants à mon sens et font vraiment des BD à part entière. En tout cas, je me fais une joie de découvrir les autres tomes, puisque le papa de mon compagnon m'a dit qu'il avait la suite. Je lui emprunterai avec grand plaisir. Et enfin, le dernier livre dont je veux vous parler, c'est un album jeunesse qui s'appelle Chevalier Chouette de Christopher Denise aux éditions Kaléidoscope. Je crois que c'est l'école des loisirs, Kaléidoscope. Vraiment, c'était terriblement mignon à lire. J'ai adoré suivre cette histoire. Voilà, c'est les éditions Kaléidoscope et c'est diffusé par l'école des loisirs. Chevalier Chouette, on est sur une petite chouette qui rêve de devenir chevalier, alors que bon, il est tout petit et ça va être assez difficile pour lui, même s'il a quand même certaines compétences, notamment le fait que faire de la garde de nuit ne lui fait pas peur et que veiller toute la nuit, ça, il sait faire. C'est absolument mignon. J'avais notamment craqué pour les dessins, pour les illustrations
que j'aime beaucoup. La fin est toute mignonne. Ce que j'aime beaucoup, c'est tous les indices, en fait, tous les détails laissés dès le début des planches, où l'on voit un petit peu la manière dont va se dérouler l'histoire. C'est très très sympathique, c'est rigolo, c'est moderne. Il y a quand même des choses assez contemporaines dans le récit. Ça donne un... Vous voyez, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Encore une fois, ravie par cette découverte en album jeunesse. C'est toujours un genre littéraire que j'aime énormément parcourir. Et celui-ci, il est très chouette, notamment pour véhiculer des valeurs de c'est pas pour ça qu'on est tout petit qu'on peut pas devenir un chevalier reconnu. Voilà, c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture du mois de janvier. J'ai sincèrement beaucoup aimé toutes mes lectures. Je les ai trouvées très intéressantes et je me suis régalée. J'ai hâte de lire les prochains titres que j'avais envie de découvrir ce mois de février. Je fais en ce moment d'autres belles lectures dont j'ai hâte de vous parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de noter des livres sur votre liste de livres à découvrir ou de livres à lire. Peut-être en avez-vous déjà lu certains parmi cette sélection. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou vous a fait découvrir des titres, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir voir que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans lequel je pourrai échanger avec vous sur vos lectures. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. En attendant, moi je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et bien sûr sur Twitch, très régulièrement chaque semaine. Je vous souhaite de très très belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!